Blanchir des crypto-monnaies au Canada est un jeu d'enfant. C'est ce que démontre une vaste enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation dont Radio-Canada fait partie. Au total, 37 médias ont uni leurs forces pour dévoiler les stratagèmes qui permettent aux grands échanges de crypto de tirer profit des flux financiers illicites. La facilité déconcertante avec laquelle ils opèrent inquiète les experts. Frédéric Zalac, bonjour et re-bienvenue au Décrypteur. Bonjour Alexis. Alors Frédéric, le blanchiment de fonds illicites au Canada, c'est connu, c'est un phénomène qui existe dans les secteurs plus traditionnels. Là, entrent en scène les crypto-monnaies qui viennent changer quand même le portrait par le biais de ces comptoirs de change qui offrent des moyens rapides de convertir des crypto-monnaies obtenues illégalement en argent comptant. Pourquoi tu t'es intéressé tout d'abord à ce phénomène? Nous, on a voulu voir particulièrement un segment intéressant, c'est des services d'échange de crypto-monnaies vers de l'argent comptant qui offrent en fait ces services-là, même de livraison d'argent comptant au Canada. Et il y a plusieurs de ces plateformes-là qui fonctionnent depuis l'étranger. Alors, on a décidé, dans le cadre d'un gros projet, une grosse enquête du Consortium international des journalistes d'enquête, on a fait équipe avec le journal La Presse et le Toronto Star pour faire un test, en fait, pour voir si on serait capable, ici au Canada, d'obtenir de l'argent comptant en envoyant de la crypto qui aurait une origine douteuse, incertaine. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'une journaliste du Toronto Star qui a envoyé des fonds, à peu près 2000 $ américains, en crypto-monnaie vers un échange basé en Ukraine qui offre ses services de transfert d'argent comptant dans les grandes villes canadiennes, Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal. Et au moment où elle a transféré ces fonds-là, on lui a posé aucune question sur son identité, sur l'origine des fonds de cette crypto-là. Et ensuite, la seule chose qu'ils ont demandé à la journaliste du Toronto Star, c'est de prendre en photo un billet de 5 $ où on peut voir le numéro de série du billet. Et on peut se demander pourquoi. Elle devait envoyer cette photo-là du billet de 5 $ à l'échange en Ukraine, donc cette plateforme-là. Et ça, c'est ce qui va servir de pièce d'identité. Ils appellent ça un jeton. Et donc, ça permet de récupérer ensuite l'argent au Canada en présentant ce billet de 5 $ sans avoir à faire de vérification. Alors, nous, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a équipé cette journaliste-là du Toronto Star avec nos caméras cachées. La journaliste entre dans ce commerce, dans cette entreprise, ce comptoir de change, et tout ce qu'elle dit en arrivant à l'intérieur, c'est « Je suis ici pour ramasser ». Et la caissière, sans hésitation, lui demande tout de suite est-ce que vous avez le jeton? Et la journaliste lui remet le billet de 5 $ que la caissière compare ensuite avec une photo qu'elle avait reçue sur son téléphone auparavant. Puis elle se met à piger dans le tiroir devant elle des dollars américains, des billets de 100 $ qu'elle se met à compter, elle en ramasse encore davantage, puis elle remet tout ça à la journaliste sans poser aucune question sur son identité. Au Canada, selon les règles, tout transfert de ce type-là, de 1000 $ ou plus, doit absolument avoir une vérification de l'identité de la personne. Donc, toute cette opération-là, finalement, s'est faite de façon illégale. On en a parlé avec un avocat montréalais qui est spécialisé dans la crypto et je lui ai demandé à quel point ce type de transaction, ce qu'on venait de faire, pouvait être un type de transaction qui permettrait de faire du blanchiment d'argent. On l'écoute. Je dirais énorme parce qu'il semble que et le crypto-monnaie et le cash sont hors le système réglementé. Alors, les gens qui voulaient faire abus de nos systèmes financiers pourraient faire n'importe quoi avec cet argent-là. Si on regarde cette transaction en totalité ou même en partie, c'est illégal de A à Z. Oui, très clairement, peu de doute sur le potentiel de blanchiment d'argent dans l'opération qui est au cœur de ce dont on parle, Frédéric. Mais au-delà de ça, qu'avait à répondre l'entreprise qui était au cœur de cette transaction à Toronto?
Oui, donc le comptoir de change Orbit Money, quand on les a approchés, nous ont dit être très surpris que cette transaction-là ne s'était pas faite avec leur autorisation, que ce n'était pas du tout dans leur livre comptable, nulle part. Et ils ont rejeté tout le blâme sur un employé qui est superviseur, gestionnaire de ce bureau-là à Toronto, qui disent qu'il a agi sans leur consentement. Alors, on a joint ce gestionnaire-là, cet employé, qui, lui, nous a raconté une histoire un peu étonnante en disant qu'il avait un ami en Ukraine qui lui avait prêté une somme dans le passé et que cette transaction-là, c'était une façon de repayer son prêt et qu'il avait fait ça en dehors des systèmes de l'entreprise et tout ça. Donc, une réponse qui soulève encore beaucoup d'autres questions. Oui, c'est ça, cousu de fil blanc finalement. Ça, c'est en ce qui concerne Toronto. Parlons de l'autre élément de ce casse-tête-là, d'autres pièces qui est en Ukraine. Qu'avaient à dire les acteurs ukrainiens, là, la plateforme ukrainienne qui est aussi partie prenante dans toute cette affaire? Oui, donc cette plateforme ukrainienne 001K n'a tout simplement pas répondu à nos questions et à celles du consortium des journalistes d'enquête. Et je devrais te dire, Alexis, qu'il y a un élément encore croustillant là-dedans qui est assez étonnant. C'est qu'on a un collègue du consortium à New York qui a fait des démarches sans faire une transaction complète, mais qui a échangé avec cette plateforme-là pour savoir combien ça lui coûterait pour faire un transfert comme celui-là à New York. Et un collègue de la presse a fait la même chose avec cette même plateforme-là pour voir combien ça coûterait, quelle serait la commission, en fait, pour ce genre de transaction-là. Normalement, il faut payer une commission pour faire ça. Mais dans les deux cas, avec des montants plus élevés que le 2 000 qu'on a demandé, donc 10 000 à New York, et je pense que c'est 1 million que notre collègue de la presse a mentionné dans ces discussions, bien, on offrait, ce n'était pas une commission qu'il fallait payer, la plateforme allait offrir un bonus à la personne qui allait recevoir l'argent. Donc, ça veut dire que vous recevez en argent comptant davantage d'argent que ce que vous avez envoyé en crypto, ce qui évidemment soulève de grandes questions sur l'origine de cet argent comptant-là. Est-ce qu'il s'agit d'argent qui provient du crime organisé? Donc, qui aurait intérêt à payer, à se faire payer, à payer quelqu'un pour recevoir votre argent? On peut se demander si c'est de l'argent sale. Et pour en avoir le cœur net, les dizaines de journalistes actifs dans ce dossier ont minutieusement suivi les traces laissées par ces transactions à l'échelle internationale. D'où provient l'argent, comment il transite et où il aboutit. Et le spectre du crime organisé n'est jamais bien loin. Alors Jeff, on collabore avec Enquête dans ce dossier-là, mais on collabore aussi avec un paquet de journalistes à l'échelle internationale. Justement, approfondissons un peu là-dessus sur le travail qui a été fait à l'international. Oui, donc les partenaires internationaux ont examiné des portefeuilles de crypto-monnaies qui avaient été utilisés dans des crimes, que ce soit pour du blanchiment d'argent ou pour des versements de sommes illicites. Et puisqu'on peut voir les transactions sur les chaînes de blocs, bien, ils ont pu traquer l'argent et voir où est-ce que ça aboutit. Et ce qu'on voit, c'est que cet argent-là souvent aboutit dans des plateformes d'échange de crypto majeurs. Donc, par exemple, ils ont pu déterminer que le groupe Huoyon Group a envoyé des centaines de millions de dollars à l'échange Binance et à l'échange russe OKX. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui fait du blanchiment d'argent pour des groupes criminels qui opèrent en Asie du Sud-Est. Ils ont pu déterminer aussi qu'un groupe russe qui fait du blanchiment d'argent pour le programme militaire de la Corée du Nord, qui est complètement sous sanction du système bancaire, bien, ils ont pu envoyer de l'argent à l'échange de crypto HTX. En réponse aux questions concernant les transactions du groupe Huoyon, Binance a répondu ceci par communiqué. Les utilisateurs qui effectuent des transactions avec ce service font l'objet d'enquêtes de la part de notre département de conformité et des mesures seront prises si de potentielles activités illicites sont identifiées. Fin de citation. La société a aussi précisé que la technologie des crypto-monnaies ne lui permet pas de bloquer les dépôts sur son système. Du côté de OKX, l'entreprise a affirmé au consortium international de journalistes d'enquête être en train d'investir massivement dans la conformité et en plus d'avoir pris des mesures proactives pour restreindre les comptes concernés, et ce, avant même que le groupe ne soit identifié comme une source de blanchiment d'argent. HTX n'a pas répondu aux questions du consortium. Alors, voilà ce que permettent justement les crypto-monnaies et les échanges qui les sous-tendent, justement.
Quand on parle d'un échange en crypto, Jeff, juste pour que ça soit clair pour tout le monde qui nous écoute, c'est quoi? Bien, c'est ça. Les échanges, c'est un des maillons nécessaires pour transférer de la crypto en vrai argent. Parce que c'est super facile d'envoyer des crypto-monnaies d'une personne à une autre parce que bon, c'est conçu pour contourner les contrôles financiers, pour que ça soit impossible de bloquer un paiement. Donc, si moi je t'envoie de la crypto, il n'y a personne qui peut m'empêcher de le faire. Le problème, c'est que c'est encore aujourd'hui assez difficile d'acheter des biens avec de la crypto. Si on veut, parce que l'argent, ça doit servir à quelque chose dans la vie. Si on veut acheter une maison ou une automobile ou... On ne fait pas ça en crypto pour l'instant. Bien, ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué qu'avec de l'argent, là. Et donc, ces échanges-là, ce qu'ils permettent de faire, c'est de convertir la crypto en argent liquide, mais aussi c'est de transférer entre des cryptos. Donc, échanger des bitcoins pour une autre crypto et un peu brouiller les pistes. Donc, ça fait partie là, prenante non seulement du blanchiment d'argent pour essayer de cacher la provenance des cryptos, mais aussi de faire en sorte là, que les criminels peuvent échanger ces cryptos-là pour de l'argent et ensuite là, faire ce qu'ils veulent avec. Et à travers toute cette histoire-là, ce qui a aussi capté ton attention, tu évoquais Binance tantôt, ce sont les liens entre l'univers de la crypto, qui est assez opaque à certains égards, et l'administration Trump. Bien, c'est ça. Il y a des grandes questions à se poser à cet égard-là. Binance, qui est une des principales échanges de crypto-monnaies au monde. D'ailleurs, c'est un Canadien qui a fondé ça, Changpeng Zhao. C'est le Canadien le plus riche. On n'entend pas très souvent parler dans les médias, mais sur papier, là, c'est le Canadien le plus riche au monde. Et bien, lui, il a plaidé coupable à des accusations d'avoir facilité le blanchiment d'argent en 2023. Il a fait 4 mois de prison aux États-Unis pour ça. Son échange, Binance aussi a reconnu d'avoir facilité du blanchiment d'argent, d'avoir aidé à l'évasion des sanctions, ont dû payer plus de 4 milliards de dollars en amende au gouvernement américain. Eh bien, Changpeng Zhao a commencé à faire la promotion de l'empire de crypto de Donald Trump. Binance a permis les échanges d'une crypto-monnaie que World Liberty Financial, une compagnie qui appartient à la famille Trump, a créé. Et donc ça enrichit la famille Trump. Et comme par magie ou par hasard, Donald Trump a gracié Changpeng Zhao le mois dernier. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, elle a dit que bon, c'est la fin de la guerre à la crypto, que l'administration Trump veut vraiment faire en sorte que les États-Unis deviennent une superpuissance dans le monde de la crypto. C'est pas le seul lien là, avec cette enquête-là et le camp Trump. On parlait de l'échange HTX tantôt, qui appartient à Justin Sun, un autre crypto-milliardaire. Lui aussi faisait l'objet d'enquêtes des autorités financières aux États-Unis. Lui aussi a fait la promotion des cryptos de Donald Trump, puis il a acheté là, des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies créées par World Liberty Financial. Eh bien, lui aussi, magiquement ou encore par coïncidence, les enquêtes à son endroit ont été abandonnées par les autorités financières américaines. Donc, on voit d'une part que ces grands échanges-là facilitent le blanchiment d'argent, le transfert d'argent illicite, et d'un autre côté, les enquêtes à leur endroit et envers leurs fondateurs sont un peu laissés de côté par l'administration américaine.